Le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ferme ses portes au Togo. L'annonce a été faite mardi lors d'une conférence de presse en présence du Premier ministre togolais. Report du procès de l'artiste poursuivi pour une chanson satirique en Zambie. Il sera fixé sur son sort le 13 juillet prochain. Enfin, bientôt un centre de compétences Kapeski au Gabon. L'accord de partenariat pour la mise en œuvre du projet a été signé mardi. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons cette édition par la Somalie. Au moins 6 personnes ont trouvé la mort ce mercredi à Mogadiscio, la capitale, dans un attentat suicide au véhicule piégé. Attentat revendiqué par les islamistes Shebab et qui, selon la police, visait un convoi de l'ambassade des Émirats arabes unis. L'ambassadeur des Émirats ne se trouvait cependant pas dans le convoi au moment de l'attaque. Au Togo, le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sera fermé à la fin de ce mois de juin. Cette décision a été rendue publique mardi par la représentante résidente de l'institution et le gouvernement togolais devant la presse nationale et internationale. Quelles sont les raisons qui motivent cette décision? Élément de réponse dans ce reportage signé de notre correspondant à Lomé, Ferdinand Gadé. Le Togo, comme bon nombre de pays dans le monde, compte son bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. L'annonce de sa fermeture cette fin du mois de juin n'est pas faite avec gaieté. Nous avons une contrainte budgétaire extrêmement dure. Et si les États membres des Nations Unies ou l'Assemblée générale n'augmentent pas les ressources du bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme, c'est-à-dire à partir de notre siège, ce sera difficile même d'avoir le bureau sur le terrain. C'est après l'élection présidentielle de 2005 qui a été émaillée des violences que le gouvernement togolais a décidé et obtenu un bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur son territoire. L'accord de siège en République togolaise de cette institution a permis la création de la commission Vérité, Justice et Réconciliation et l'accompagnement des organisations nationales de la défense des droits de l'homme. Il a été signé le 10 juin 2006. Toutefois, l'État togolais entend conserver et renforcer les acquis du Haut Commissariat des droits de l'homme en disparition. Je voudrais vous rassurer qu'il n'y a aucun motif sérieux de penser que la fermeture du bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme au Togo va nous ramener à la recrudescence des violations des droits de l'homme. Les institutions publiques et les organisations de défense des droits de l'homme, notamment la société civile, ont tout l'arsenal pour poursuivre leur lutte en vue du respect des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national. Des luttes, selon le Premier ministre, qui ont favorisé l'organisation de 4 élections, dont celle présidentielle du 25 avril dernier, sans violence. Au Burundi, le gouvernement est revenu ce mercredi à la table du dialogue politique après avoir boycotté mardi la relance de ces discussions placées sous l'égide d'un nouveau représentant de l'ONU en la personne du Sénégalais Abdoulaye Bathily. On regrette cependant encore l'absence du parti au pouvoir. Faut-il le rappeler, le CNDD-FDD avait refusé mardi de participer aux discussions à ce stade, estimant que l'initiative qui intervient à quelques jours des scrutins visait à les perturber. Direction maintenant la Zambie où le procès de l'artiste chanteur Shama Fumba poursuivi pour une chanson satirique qui a déplu aux partisans du président Edgar Lungu a été reporté au 13 juillet prochain à la demande du parquet. En attendant d'être fixé sur son sort, l'artiste dénonce une atteinte à sa liberté d'expression. Ironie de l'histoire, de nombreux Portugais vont aujourd'hui chercher du travail au Mozambique, ancienne colonie qui affiche un insolent taux de croissance grâce à ses ressources naturelles 40 ans après son indépendance. Cette richesse permet notamment de panser les plaies après la longue guerre civile qui a ravagé le pays de 1976 à 1992. Auteur de romans et de poèmes, Mia Couto
est le mozambicain le plus traduit au monde. Lauréat du prix Camões, l'équivalent du Nobel de littérature pour le monde lusophone, cet ancien journaliste est aujourd'hui biologiste et enseigne l'écologie à l'université de Maputo. Nous devons revisiter notre passé pour comprendre les raisons passées du conflit que nous avons vécu. Les violences, nous avons passé 16 années de guerre pas seulement à cause de raisons politiques, mais aussi culturelles et religieuses. L'indépendance mozambicaine avait été traumatisante pour de nombreux colons portugais qui avaient dû fuir précipitamment en 1975. L'ancien colonisateur s'est hissé depuis dans le trio de tête des pays investisseurs au Mozambique, devenant également le plus grand créateur d'emplois. C'est un pays cherchant à devenir une nation, juste une nation, en se basant sur sa très forte diversité. Le Mozambique a actuellement un taux de croissance de l'ordre de 7,5% par an, l'un des plus élevés au monde. Mais malgré l'émergence d'une petite classe aisée dans la capitale Maputo, plus de la moitié de la population continue de vivre en dessous du seuil de pauvreté et le pays reste l'un des plus pauvres du monde. Nous étions là au Mozambique, le Mozambique qui reste une nation en devenir 40 ans après son indépendance. Le taux de croissance de ce pays est dans une bonne dynamique grâce notamment à la découverte d'immenses gisements de gaz et de charbon. Direction maintenant l'Ouganda où l'ex-premier ministre Amama Mbabazi, candidat déclaré à la présidentielle de 2016, s'est vu interdit d'organiser des meetings dans le pays. La notification lui a été faite par le patron de la police ougandaise qui soutient que le mouvement national de résistance, parti présidentiel ougandais, dont l'ex-premier ministre était le secrétaire général, ne le soutient pas comme candidat à la présidentielle de 2016. Aussi considère-t-il ses aspirations comme illégales. Nous allons maintenant nous rendre au Gabon. Le Gabon qui bientôt aura un centre de compétences Kaspersky. Un accord de partenariat signé mardi à Libreville entre l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences et l'éditeur Kaspersky consacre la mise en œuvre de ce projet, un projet qui prévoit notamment la mise à disposition au Gabon des outils nécessaires pour que le pays se débarrasse des virus informatiques. Le géant russe de la sécurité informatique va construire un centre de compétences Kaspersky. Le futur centre de cybersécurité doit assurer la protection des systèmes informatiques gabonais et partant d'Afrique centrale contre plus de 100 millions de programmes malveillants régulièrement lâchés sur la toile et les réseaux informatiques par des cybercriminels. Il sera localisé dans la zone économique spéciale de Nkok, à une vingtaine de kilomètres de Libreville. La firme Kaspersky travaille non seulement pour la sécurisation des hauts systèmes, des systèmes domestiques, et tout le reste que vous pouvez imaginer. Et là, ils mettent un accent assez particulier dans le renforcement des capacités de nos ingénieurs et de toutes nos structures en matière de formation au Gabon. Le directeur général de l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences reconnaît que ce partenariat est très salutaire pour le Gabon, du fait qu'il permettra de doter le pays d'un véritable système de défense en matière de virus et pour faire face à la cybercriminalité. Alex Bernard Bongo Ondimba perçoit déjà les avantages de ce partenariat pour la sécurisation des informations durant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui aura lieu au Gabon. Un accompagnement et une assistance dans la sécurisation des systèmes d'information pour la CAN 2017. Le Gabon peut désormais compter sur plus de 10 ans d'expérience du géant russe pour réagir rapidement aux nouvelles menaces et fournir aux utilisateurs les outils nécessaires pour se débarrasser des virus et les informations indispensables pour lutter d'une manière proactive contre les menaces de tout genre en matière informatique.
Un mot de santé à présent pour dire qu'en Sierra Leone, on annonce la réapparition du virus Ebola à Freetown, la capitale. 3 nouveaux cas ont été en effet recensés dans un bidonville de pêcheurs dans l'est de la capitale sierra-léonaise, alors que le pays pensait être débarrassé de ce virus après 3 semaines sans nouveaux cas. Les autorités sierra-léonaises redoutent maintenant une propagation rapide du mal dans cette zone densément peuplée aux installations sanitaires rudimentaires, souvent touchés par le paludisme et le choléra. Parlons justement du choléra, une épidémie a fait au moins 18 morts depuis le début du mois de juin à Djouba, capitale du Sud-Soudan. L'annonce a été faite mardi par le ministre de la Santé. L'épidémie est partie des bases surpeuplées des Nations Unies à Djouba, où se sont réfugiées près de 30 000 personnes depuis le début du conflit en décembre 2013. Elle s'est ensuite propagée ailleurs en ville, faisant état de 171 cas recensés. Lutter contre le choléra est un défi supplémentaire pour les autorités sud-soudanaises et les agences humanitaires dans un pays où plus de 2 millions de personnes ont été chassées de chez elles par les combats. Sur ces 2 millions, environ 1,5 million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, dont 137 000 s'entassent dans des bases de l'ONU. Nous travaillons à prévenir une propagation de l'épidémie et ce en relation étroite avec le ministère de la Santé. Nous travaillons en particulier sur la prévention auprès des enfants qui souffrent déjà de malnutrition et qui sont particulièrement vulnérables au choléra. Dès le début des diarrhées aiguës et des vomissements, ils se déshydratent très rapidement et donc la guérison peut être extrêmement compliquée. Les 2 tiers des 12 millions d'habitants du pays ont besoin d'aide humanitaire et 4,5 millions de personnes n'ont pas suffisamment à manger selon les acteurs humanitaires. Les risques de décès sont plus importants chez les enfants. Du point de vue de l'UNICEF, nous estimons qu'environ 5 000 enfants risquent de mourir du choléra. Nous trouverons cela inacceptable, alors que de nos jours, cette maladie peut être prévenue et facilement traitée. Donc, nous travaillons pour éviter la mort de ces 5 000 enfants. Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée par un vibrio. Il peut provoquer la mort en quelques heures en l'absence de traitement. Une campagne de vaccination contre le choléra, visant plus de 100 000 personnes, est en cours pour empêcher une potentielle épidémie à grande échelle. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de